Dans la lumière tamisée d'une cabine de première classe, un adolescent de 16 ans, Marcus, était assis, vêtu d'un simple sweat à capuche gris et d'un jean usé, son billet soigneusement plié dans la poche. Il n'avait rien dit, rien fait pour attirer l'attention, mais l'hôtesse de l'air, Karen, n'en avait cure. D'un regard dédaigneux, elle avait jugé ses vêtements, son allure, et sans même vérifier son billet, l'avait accusé de voler son siège. En quelques secondes, sa main s'était abattue sur la joue de Marcus, un claquement retentissant qui avait figé l'assistance. Ce que Karen ignorait, c'était que, 3 rangées derrière elle, un homme observait la scène, le visage impassible, mais les yeux brûlants de colère contenue. Cet homme n'était pas un simple passager. C'était Victor, le père de Marcus et le propriétaire de la compagnie aérienne. La cabine, luxueuse et feutrée, semblait retenir son souffle, tandis que l'incident, loin d'être anodin, allait déclencher une tempête dont personne, pas même Karen, n'aurait pu imaginer l'ampleur. Marcus, un garçon discret, voyageait pour la première fois sans ses parents. À ses côtés, Madame Evelyne, sa gouvernante depuis qu'il était tout petit, une femme douce aux manières raffinées, veillait sur lui avec une tendresse maternelle. Ils attendaient à la porte d'embarquement, Marcus pianotant sur son téléphone, nerveux mais déterminé à cacher son anxiété. Il n'avait jamais pris l'avion sans son père ou leur jet privé, et cette expérience en première classe, bien que prévue dans les moindres détails par Victor, lui semblait étrangère. Son père lui avait glissé une note manuscrite dans son sac avant le départ. « Sois courageux, profite du voyage. » Ces mots, qu'il gardait précieusement, lui donnaient une ancre dans ce moment d'incertitude. Lorsque l'embarquement avait commencé, Evelyne avait pris son sac, et Marcus avait présenté son billet à l'hôtesse de la porte. La femme, souriante, avait scanné leurs passes et les avait laissés avancer. Ils avaient traversé la passerelle, puis pénétré dans l'univers feutré de la première classe. Sièges spacieux, éclairage doux, musique classique en sourdine. Marcus s'était installé près du hublot, Evelyne rangeant leurs affaires dans le compartiment supérieur. Il avait bouclé sa ceinture, sorti ses écouteurs, prêt à se détendre avec un film, lorsque Karen était apparue. Karen, une hôtesse d'une quarantaine d'années, avait des traits anguleux, des lèvres peintes d'un rouge éclatant, et une expression pincée qui trahissait son mépris. Elle s'était arrêtée net à leur rangée, sans un sourire, sans saluer, contrairement à son attitude chaleureuse envers les autres passagers. Ses yeux s'étaient posés sur Marcus, le scrutant de haut en bas, puis sur Evelyne, avec un sourcil levé. « C'est votre siège ?» avait-elle demandé d'un ton sec. Evelyne, surprise, avait hoché la tête et sorti les billets. « Oui, madame, nous sommes en 1A et 1B. » Karen n'avait même pas jeté un regard au document. Elle avait croisé les bras, sa voix devenant plus froide. « Cette section est réservée aux passagers de première classe uniquement. » Evelyne, perplexe, avait insisté. « Oui, nous savons que c'est la première classe. Ce sont nos sièges. » Marcus, sentant la tension monter, n'avait rien dit, mais son cœur battait plus fort. Les passagers à proximité tournaient discrètement la tête, feignant de ne pas écouter tout en captant chaque mot. Karen, imperturbable, avait repris. « Vous devez retourner à vos vrais sièges. S'il y a une erreur d'impression, nous la corrigerons, mais vous ne pouvez pas rester ici. » Evelyne, fronçant les sourcils, avait tenté de clarifier. « Il n'y a pas d'erreur. Son père a réservé ses places. Tout a été confirmé. » Elle avait sorti son téléphone pour montrer l'email de réservation, mais Karen, agacée, avait balayé l'air d'un geste impatient. « Ce n'est pas nécessaire. Prenez vos affaires et allez à l'arrière. Je n'ai pas de temps à perdre. » Sa voix tranchante était teintée d'un mépris qui faisait frémir. Marcus, confus et humilié, avait levé les yeux. « Mais c'est mon siège, » avait-il murmuré, sa voix tremblante mais posée. « Je n'ai rien fait de mal. » Les yeux de Karen s'étaient plissés davantage.
Tu oses me répondre? Et, sans laisser à quiconque le temps de réagir, sa main avait frappé, rapide, cinglante, sur la joue de Marcus. Le claquement avait résonné dans la cabine, un son brutal qui avait pétrifié l'assemblée. Des passagers avaient sursauté, un homme d'affaires avait reposé son café, une femme avait porté la main à sa bouche. Evelyne, figée, tenait toujours son téléphone, incapable de bouger. Marcus, lui, était resté immobile, sa joue rougissant sous l'impact, ses yeux écarquillés, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Il n'avait pas pleuré, n'avait pas crié. Il avait simplement fixé Karen, muet, choqué. Mais Karen n'en était pas restée là. Avec un rictus de dédain, elle avait ajouté, sa voix venimeuse. « Les gamins comme toi, avec tes vêtements de marché, tu crois que tu peux te faufiler ici? Retourne d'où tu viens. » Le sous-entendu raciste, à peine voilé, avait fait tressaillir plusieurs passagers, mais aucun n'avait osé intervenir. Pire encore, un homme, M. Larson, un homme d'affaires en costume coûteux assis 2 rangées devant, avait sorti son téléphone et commencé à filmer, un sourire narquois aux lèvres. « Ça va faire un carton sur les réseaux », avait-il murmuré à son voisin, un ricanement dans la voix. « Regarde ce gamin, il pensait vraiment qu'il pouvait passer inaperçu. » Ces mots, cruels et arrogants, avaient amplifié l'horreur de la scène. Karen, galvanisée par l'absence de protestation, avait continué. « Ne me parle plus, et ne t'avise pas de lever la voix sur cet avion. » Puis, comme si de rien n'était, elle avait tourné les talons, laissant Marcus et Evelyne dans un silence oppressant. La cabine semblait étouffée sous le poids de ce silence. Les regards des passagers, curieux, gênés ou indifférents, pesaient sur Marcus. Evelyne, enfin sortie de sa stupeur, avait tremblé de rage. Elle avait saisi un mouchoir et l'avait doucement pressé contre la joue de Marcus. « Ça va, mon petit ?» avait-elle chuchoté, la voix brisée. Marcus avait hoché la tête, mais il n'avait pas parlé. Ses doigts s'étaient refermés sur son téléphone, et d'un geste mécanique, il avait tapé un message. « Elle m'a frappé. Première classe. » Il avait appuyé sur « Envoyer », le destinataire étant son père, Victor. Evelyne, toujours debout, avait murmuré, plus pour elle-même que pour les autres. « Je vais parler au commandant, tout de suite. » Quelques passagers avaient commencé à chuchoter, troublés par ce qu'ils venaient de voir. Une femme, Madame Carter, accompagnée de sa fille adolescente, Lily, avait secoué la tête, murmurant à sa fille. « C'est inacceptable. » Mais personne n'avait agi. Monsieur Larson, lui, continuait de filmer, riant doucement, son attitude odieuse ajoutant une couche de dégoût à l'atmosphère. Marcus, la joue encore brûlante, avait senti une colère sourde monter en lui, mais il l'avait contenue. Il n'était pas du genre à crier ou à se défendre avec des mots. Il avait appris, très jeune, à rester calme, à laisser les autres révéler leur vraie nature. Mais cette fois, l'humiliation était publique, brutale, et les mots de Karen, « Retourne d'où tu viens », résonnaient dans sa tête, chaque syllabe comme une nouvelle gifle. Il avait jeté un regard vers Evelyne, qui, les lèvres pincées, tentait de garder son calme. « Je ne bouge pas d'ici », avait-elle déclaré, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. « Ces sièges sont à nous, et personne ne nous fera bouger. » Sa voix ferme avait attiré l'attention d'une jeune hôtesse, Sarah, qui passait dans l'allée. Sarah, hésitante, avait jeté un coup d'œil à Karen, puis à Marcus, et son expression trahissait un malaise évident. Elle savait quelque chose, mais n'osait pas parler. Pas encore. Pendant ce temps, à l'arrière de la cabine, Victor avait lu le message de son fils. Ses doigts s'étaient crispés sur son téléphone, et ses yeux, d'ordinaire calmes, s'étaient durcis. Il était un homme discret, préférant observer plutôt qu'attirer l'attention, mais cette fois, il n'allait pas rester spectateur.
Il avait rangé son téléphone, ajusté sa veste 12 PM veste et s'était levé lentement, son imposante silhouette attirant immédiatement l'attention. Les passagers à proximité l'avaient regardé, curieux, mais aucun n'avait deviné qui il était. Victor, en costume sombre, avançait avec une autorité naturelle, chaque pas mesuré, chaque geste précis. Il s'était arrêté à mi-chemin de l'allée, observant Karen, qui servait des boissons à un autre passager, avec un sourire artificiel. Lorsqu'elle l'avait vu approcher, son sourire s'était figé, et une lueur d'inquiétude avait traversé son regard. Elle ne savait pas encore qui il était, mais quelque chose dans son attitude l'avait déstabilisé. Victor s'était arrêté à côté d'elle, sa voix basse mais tranchante. « Vous avez frappé mon fils. » Karen avait ouvert la bouche, mais aucun son n'en était sorti. Elle avait cligné des yeux, cherchant à comprendre. « Je ne savais pas, » avait-elle balbutié, mais Victor l'avait interrompue. « Vous ne saviez pas qu'il était mon fils, ou vous ne saviez pas ce que vous faisiez, en posant la main sur lui. » Les passagers s'étaient penchés légèrement, sentant qu'un drame se déroulait. Karen, le visage empourpré, avait tenté de se justifier. « Je pensais qu'il n'était pas censé être à ce siège. Je pensais qu'il essayait de se faufiler. » Victor avait fait un pas de plus vers elle, sa voix toujours calme mais lourde de menaces. « Vous avez pensé. C'est bien le problème. Avez-vous vérifié son billet? » Karen avait hésité. « Je lui ai demandé de le voir, mais ça ne semblait pas correct. »« Avez-vous appelé quelqu'un pour confirmer? » avait-il insisté. « Non, je ne pensais pas que c'était nécessaire. » Victor avait hoché la tête, son regard glacial. « Et au lieu de cela, vous avez choisi de le frapper devant tout le monde. Vous avez jugé qu'il n'avait pas sa place en première classe. Cette décision va maintenant vous coûter cher. » Karen avait blêmi, réalisant soudain l'ampleur de son erreur. Les murmures s'étaient intensifiés dans la cabine, et plusieurs téléphones étaient sortis, capturant la scène. M. Larson, toujours en train de filmer, avait ricané bruyamment, attirant les regards indignés de Mme Carter et de sa fille. « Ce type va la détruire », avait-il dit, amusé, à son voisin, qui n'avait pas répondu. Karen, acculée, avait tenté une dernière défense. « Je ne voulais pas causer de problème. » Victor, sans la regarder, avait fait signe à Sarah, la jeune hôtesse. « Appelez le commandant. Dites-lui que Victor Reed veut lui parler. » Maintenant. Sarah s'était exécutée rapidement, tandis que Karen restait figée, ses mains serrées devant elle. L'autorité qu'elle avait brandie quelques minutes plus tôt s'était évaporée. Marcus, toujours assis, observait la scène, sa joue encore douloureuse, mais son regard plus assuré. Il savait que son père ne laisserait pas cela passer. La cabine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des moteurs. Karen, debout près du chariot de boisson, semblait rapetisser à chaque seconde. Victor, impassible, attendait, son regard fixé sur l'avant de l'appareil. Sarah était revenue avec un téléphone de l'équipage et l'avait tendu à Victor. Il l'avait pris et avait parlé d'une voix claire. « Commandant, ici Victor Reed. Je présume que vous êtes informé. » Mani nisi en bâti. Une pause, puis « Bien. Je veux qu'elle soit relevée de ses fonctions immédiatement. Elle ne doit parler à aucun passager. Et à l'atterrissage, je veux que la sécurité au sol soit présente à la porte. » Karen avait pâli davantage, ses lèvres tremblantes. Le commandant, audible à travers le haut-parleur, avait répondu « Compris, monsieur. Elle sera relevée immédiatement. » Victor avait rendu le téléphone à Sarah, puis s'était tourné vers Karen, sa voix définitive. « Allez à l'arrière. Ne parlez à personne. Ne bougez pas sauf sur instruction. Vous êtes fini pour ce vol. » Karen avait ouvert la bouche, mais aucun mot n'était sorti. Elle avait baissé la tête et poussé le chariot vers l'arrière, chaque pas plus lourd que le précédent. Aucun applaudissement, aucun cri. Le silence était sa punition. Evelyne, toujours assise à côté de Marcus, avait soupiré, tremblante.
Tu vas bien? Avait-elle murmuré. Marcus avait hoché la tête, sa voix à peine audible. Je ne savais pas qu'il était sur le vol. Évelyne avait souri doucement. Il ne l'annonce jamais. C'est comme ça qu'il garde les gens honnêtes. Victor s'était assis à côté de son fils, son regard adouci. Tu as mieux géré ça que la plupart des adultes. Marcus l'avait regardé, hésitant. Je ne savais pas quoi faire. Victor avait secoué la tête. Tu n'avais rien à faire. Tu as fait exactement ce que je t'ai appris. Rester calme, dire la vérité et laisser les bonnes personnes s'occuper des mauvaises. Mais l'outrage n'était pas terminé. M. Larson, toujours absorbé par son téléphone, avait continué à commenter à voix haute, inconscient des regards furieux autour de lui. « Ce gamin va se faire humilier sur Internet », avait-il dit, riant. « Ça va être viral. » Madame Carter, indignée, s'était tournée vers lui. « Vous trouvez ça drôle? Un enfant a été frappé. Et vous filmez pour vous moquer? » Larson avait haussé les épaules, arrogant. « C'est le jeu, ma chère. Les gens adorent ce genre de drame. » Sa désinvolture avait fait monter la colère dans la cabine. Lily, la fille de Madame Carter, avait ajouté, la voix tremblante, « Vous êtes aussi coupable qu'elle. » Larson avait ricané, mais son assurance vacillait face aux regards hostiles. Marcus, entendant les commentaires, avait serré les poings. L'humiliation initiale était déjà insupportable, mais savoir que quelqu'un profitait de sa douleur pour se faire remarquer était insoutenable. Il avait jeté un regard à son père, qui, sans un mot, avait noté quelque chose sur son téléphone. Victor, toujours méthodique, préparait déjà la suite. Il savait que l'incident ne se limiterait pas à Karen. Larson, avec son attitude odieuse, venait de se mettre dans la ligne de mire. La cabine, désormais électrique, vibrait d'une tension palpable. Les passagers, d'abord silencieux, commençaient à murmurer, certains outrés par Karen, d'autres par Larson. Mais Marcus, au centre de tout cela, restait calme, son regard fixé sur le hublot, où les nuages défilaient paisiblement, en contraste total avec la tempête qui grondait à l'intérieur. Victor Reed se leva de son siège, sa silhouette imposante découpée contre la lumière douce de la cabine de première classe. Son calme apparent masquait une fureur contenue, une tempête prête à éclater. Karen, l'hôtesse de l'air qui venait de frapper son fils Marcus, se figea à mi-chemin dans l'allée, son plateau de boisson tremblant légèrement entre ses mains. Elle sentit le poids de son regard, un regard qui ne pardonnait pas, et comprit, trop tard, qu'elle avait commis une erreur monumentale. La cabine, déjà silencieuse après l'incident, devint oppressante, chaque passager retenant son souffle, conscient que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Marcus, la joue encore rouge de la gifle, observait depuis son siège, son cœur battant à tout rompre. À ses côtés, Madame Évelyne, sa gouvernante, serrait les accoudoirs, ses yeux lançant des éclairs. Mais ce n'était pas seulement l'affront de Karen qui alimentait la tension. Les murmures indignés des passagers, les ricanements arrogants de M. Larson, l'homme d'affaires qui continuait de filmer pour son propre amusement, et l'inaction des autres membres d'équipage amplifiaient l'horreur de l'injustice. Ce moment, loin d'être isolé, révélait des failles plus profondes, et Victor, maître incontesté de cette compagnie aérienne, était déterminé à les exposer au grand jour. Karen, acculée, tenta de reprendre contenance. Son visage, empourpré, trahissait sa panique, mais elle s'efforça de parler, sa voix tremblante. « Monsieur, je pensais qu'il y avait une erreur. Je ne savais pas qu'il était votre fils. » Victor, immobile, la fixa avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Vous ne saviez pas qu'il était mon fils, » répéta-t-il lentement, chaque mot pesant comme une sentence. « Mais vous saviez qu'il était un passager. Vous saviez qu'il avait un billet. Et pourtant, vous avez choisi de le frapper. Vous avez choisi de l'humilier devant tout le monde. » Les passagers, captivés,
se penchèrent légèrement, leurs regards oscillant entre Victor et Karen. Madame Carter, assise avec sa fille Lily, murmura à voix basse. « Elle mérite ce qui lui arrive. » Lily, les yeux brillants d'indignation, hocha la tête. Mais tous n'étaient pas aussi compatissants. Monsieur Larson, toujours absorbé par son téléphone, ricana bruyamment. « Ça devient intéressant, » dit-il à son voisin, un homme d'âge moyen qui détourna les yeux, mal à l'aise. L'arrogance de Larson, combinée à la cruauté de Karen, fit monter une vague de colère dans la cabine, une colère que Victor allait bientôt canaliser. Karen, désespérée, tenta de se défendre. « Il m'a répondu avec insolence, » mentit-elle, sa voix montant d'un ton. « J'ai cru qu'il essayait de se faufiler en première classe. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. »« Ah, Vicky. » Ces mots, prononcés avec une assurance feinte, firent l'effet d'une bombe. Marcus, jusque-là silencieux, releva la tête, ses yeux écarquillés de stupeur. « Je n'ai rien dit d'insolent, » murmura-t-il, assez fort pour que les passagers proches l'entendent. Évelyne, outrée, se redressa. « Comment osez-vous mentir? Il a été poli, il a montré son billet, et vous l'avez frappé sans raison. » La cabine s'anima, des murmures d'indignation s'élevant de toutes parts. Madame Carter se tourna vers sa fille. « Elle ment pour sauver sa peau, c'est pathétique. » Mais l'outrage prit une tournure encore plus sombre lorsque M. Daniels, un membre senior de l'équipage, intervint. Grand, les cheveux grisonnants, il s'approcha avec une autorité mal placée. « Calmez-vous, tout le monde, » dit-il d'un ton paternaliste. Karen a peut-être agi impulsivement, mais ce billet semblait suspect. Nous devons vérifier ces choses pour la sécurité. Ce commentaire, empreint de parti pris, fit bondir Évelyne. « Suspect? » s'écria-t-elle. « Son père a réservé ses sièges. Tout était en règle, et vous le savez. » Marcus, sentant l'humiliation redoubler, baissa les yeux, ses poings serrés sur ses genoux. Les mots de Daniels, combinés aux mensonges de Karen, étaient comme un second coup, une tentative de justifier l'injustifiable. Victor, toujours debout, tourna lentement la tête vers Daniels. « Suspect, dites-vous? » Sa voix, basse et tranchante, fit taire l'assemblée. « Vous insinuez que mon fils, avec un billet valide, est une menace pour la sécurité? Expliquez-vous. » Daniels, pris au dépourvu, bafouilla. « Je dis simplement que nous devons être prudents. Les erreurs arrivent. » Victor fit un pas vers lui, son regard perçant. « Une erreur? Frapper un adolescent devant des témoins, c'est une erreur? Mentir pour couvrir vos actions, c'est une erreur? » Daniel se recula, son assurance s'effritant. Les passagers, de plus en plus agités, commencèrent à murmurer. Une femme, Madame Dubois, une enseignante en voyage d'affaires, s'exclama. « C'est honteux. Vous protégez une faute grave. » Mais l'indignation atteignit son paroxysme lorsque Sarah, la jeune hôtesse qui avait jusque-là hésité, prit la parole. Elle s'avança, les mains tremblantes, et s'adressa à Victor. « Monsieur Reed, je dois dire quelque chose. Ce n'est pas la première fois que Karen agit ainsi. Elle cible certains passagers, ceux qui ne correspondent pas à son idée de la première classe. J'ai vu ça sur plusieurs vols. » Un silence choqué s'abattit sur la cabine. Karen, rouge de honte, lança un regard furieux à Sarah. « Comment oses-tu? » siffla-t-elle. Mais Sarah, encouragée par l'attention des passagers, continua. « L'an dernier, elle a humilié une femme qui voyageait seule, la traitant comme une intruse parce qu'elle portait un foulard. Elle ne s'est jamais excusée. » Ces révélations, crues et accablantes, firent basculer l'atmosphère. Madame Carter se leva, sa voix tremblante de colère. « C'est systématique, alors? Vous laissez ce genre de comportement perdurer? » Lily, sa fille, ajouta. « C'est dégoûtant. Elle a frappé Marcus parce qu'elle pensait qu'il ne valait rien. » Victor, imperturbable, hocha la tête en direction de Sarah.
Merci pour votre honnêteté. Vous venez de sauver votre propre réputation. Puis, se tournant vers Karen et Daniels, il ajouta « Vous, en revanche, venez de la perdre. » Il sortit son téléphone et composa un numéro, sa voix claire et autoritaire. « Je veux le responsable des opérations au sol en ligne. Maintenant. Dites-lui que Victor Reed exige que la sécurité soit à la porte à l'atterrissage, et je veux que toutes les images des caméras de la cabine soient préservées immédiatement. » Les passagers, impressionnés par son calme implacable, commencèrent à chuchoter. Madame Dubois murmura à son voisin « Cet homme ne plaisante pas, elle est finie. » Mais l'outrage ne s'arrêta pas là. Monsieur Larson, toujours en train de filmer, éclata de rire, attirant l'attention de tous. « Oh, c'est du grand spectacle !» s'exclama-t-il, son téléphone brandi comme un trophée. « Ce gamin va regretter d'avoir pris ce vol. » Ces mots, empreints d'une cruauté gratuite, firent bouillir le sang des autres passagers. Madame Carter, hors d'elle, se tourna vers lui. « Vous êtes abject. Vous filmez la souffrance d'un enfant pour des clics. » Larson, loin de se démonter, haussa les épaules. « C'est comme ça que ça marche, ma chère. Les gens adorent les drames. » Mais son arrogance fut de courte durée. Lily, la fille de Madame Carter, se leva, les joues rouges de colère. « Vous êtes aussi coupable qu'elle » cria-t-elle, pointant Karen. « Vous ne valez pas mieux. » Les autres passagers, galvanisés par son courage, commencèrent à s'exprimer. Un homme, M. Lefebvre, un retraité voyageant avec sa femme, ajouta « Vous devriez avoir honte, tous les deux. » Larson, sentant le vent tourner, rangea son téléphone, mais il était trop tard. Plusieurs passagers avaient déjà filmé son comportement, et les murmures promettaient que sa vidéo ne resterait pas anonyme. Victor, observant la scène, prit note mentalement. Larson, comme Karen, allait apprendre que ses actions avaient des conséquences. Pendant ce temps, Marcus restait assis, son regard fixé sur le hublot. Les nuages défilaient, indifférents au chaos qui régnait dans la cabine. Il sentait les regards des passagers, certains compatissants, d'autres curieux, mais il ne voulait pas les croiser. L'humiliation, amplifiée par les mensonges de Karen et l'indifférence initiale de l'équipage, pesait lourd sur ses épaules. Evelyn, à ses côtés, lui serra doucement la main. « Tu n'as rien fait de mal, » murmura-t-elle. « Rien. » Marcus hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Les mots de Karen, « Retourne d'où tu viens », résonnaient encore, tout comme le rire de Larson et l'excuse bancale de Daniels. Il se demanda combien de fois cela s'était produit avant lui, combien de personnes avaient été jugées, humiliées, sans que personne ne lève le petit doigt. Mais il savait aussi que son père était là, et que Victor Reed n'était pas homme à laisser une injustice sans réponse. Victor, après avoir terminé son appel, se tourna vers Daniels. « Vous êtes responsable de cet équipage. Vous avez laissé une hôtesse agir sans contrôle, et maintenant vous essayez de la couvrir. Cela ne passera pas. » Daniels, mal à l'aise, tenta de répondre. « Monsieur Reed, je comprends votre colère, mais nous devons suivre les procédures. » Victor l'interrompit. « Les procédures? Votre procédure était de frapper un adolescent et de mentir pour le justifier. Votre procédure était de fermer les yeux sur un comportement discriminatoire. » Daniels, à court de mots, baissa les yeux. Les passagers, de plus en plus impliqués, commencèrent à parler plus fort. Madame Dubois s'exclama « C'est une honte pour cette compagnie !» Monsieur Lefebvre ajouta « Si le propriétaire n'était pas là, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. » Sarah, encouragée par la tournure des événements, s'avança à nouveau. « Monsieur Reed, je peux témoigner. J'ai des notes sur d'autres incidents impliquant Karen. Elle a toujours visé des passagers qu'elle jugeait différents. » Sa voix trembla, mais elle tint bon. Victor hocha la tête. « Envoyez-moi ces notes avant l'atterrissage, et soyez prête à parler au sol. » Sarah acquiesça, soulagée d'avoir enfin agi. Karen, quant à elle, s'était effondrée sur un siège à l'arrière, ses mains couvrant son visage.
Elle savait que son sort était scellé, mais elle n'avait pas encore pleinement mesuré l'ampleur des conséquences. Daniels, lui, restait debout, tentant de sauver les apparences, mais son autorité s'était évaporée. Les passagers, autrefois silencieux, étaient maintenant unis dans leur indignation, et Victor, au centre de tout, orchestrait la justice avec une précision chirurgicale. Mais l'outrage culmina lorsque Larson, incapable de se taire, tenta de reprendre la parole. « Tout ça pour un gamin qui ne sait même pas se défendre », marmonna-t-il, assez fort pour être entendu. Cette remarque, cruelle et déplacée, fut la goutte de trop. Madame Carter, furieuse, se leva à nouveau. « Vous êtes un lâche !» cria-t-elle. « Vous pensez que c'est un jeu? Un enfant a été agressé et vous vous moquez de lui. » Lily, les larmes aux yeux, ajouta. « Vous ne comprenez rien! Vous êtes pitoyable! » Les autres passagers, emportés par l'émotion, commencèrent à huer Larson. Monsieur Lefebvre, d'ordinaire discret, pointa un doigt accusateur. « Votre vidéo, elle va vous revenir en pleine face, vous verrez. » Larson, déstabilisé, tenta de rire, mais son rictus sonnait faux. Il rangea son téléphone, mais les regards hostiles le suivirent, promettant que son comportement ne resterait pas impuni. Victor, observant la montée de la colère collective, décida de recentrer l'attention. Il s'adressa à l'ensemble de la cabine, sa voix claire et autoritaire. « Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une faute individuelle, c'est une défaillance systémique. Vous avez vu un adolescent être agressé, humilié, et la plupart d'entre vous n'ont rien dit. » Il marqua une pause, laissant ses mots pénétrer. « Mais maintenant, vous parlez. Et c'est un début. Quand nous atterrirons, je m'assurerai que justice soit rendue, pas seulement pour mon fils, mais pour tous ceux qui ont été jugés à tort sur un vol de ma compagnie. » Les passagers, touchés par ces paroles, hochèrent la tête, certains murmurant leur approbation. Madame Carter, émue, murmura à Lily, « Cet homme est un leader. » Marcus, entendant les mots de son père, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Il n'était pas encore prêt à parler, pas encore prêt à affronter les regards, mais il savait que quelque chose changeait. Les mensonges de Karen, l'arrogance de Larson, la complicité de Daniels, tout cela était en train de s'effondrer sous le poids de la vérité. Evelyn, toujours à ses côtés, lui serra la main plus fort. « Tu vois, Marcus, ils commencent à comprendre. » Marcus hocha la tête, mais ses pensées étaient tournées vers l'avenir. Il savait que l'atterrissage marquerait la fin de ce vol, mais pas la fin de l'histoire. La cabine, désormais vibrante d'une énergie nouvelle, semblait attendre la suite, chaque passager conscient que ce qu'il vivait allait au-delà d'un simple incident. C'était un combat pour la justice, et Marcus, malgré lui, en était le catalyseur. L'avion atterrit avec une douceur trompeuse, un léger soubresaut marquant la fin du vol, mais pas celle de l'histoire qui avait enflammé la cabine de première classe. Dehors, à travers les hublots, Marcus aperçut 3 officiers de sécurité alignés près de la passerelle, leurs visages impassibles, l'un tenant un porte-bloc, un autre consultant une liste. Karen, l'hôtesse qui l'avait giflé, n'avait pas encore vu ce comité d'accueil, mais elle le découvrirait bientôt. À l'intérieur, la cabine restait figée, l'air lourd d'une tension qui n'avait rien de banal. Les passagers, habituellement pressés de récupérer leurs bagages, restaient assis, leurs regards oscillant entre Marcus, son père Victor, et l'arrière où Karen s'était retranchée. Victor, toujours calme, les jambes croisées, une main posée sur l'accoudoir, semblait attendre, maître d'un jeu dont il connaissait déjà l'issue. Evelyn, à côté de Marcus, murmura « Ne regarde pas en arrière, mon petit. Concentre-toi sur la sortie. » Mais Marcus, le cœur battant, n'était pas inquiet de quitter l'avion. Il pensait à Karen, à M. Larson, à tous ceux qui avaient jugé sans savoir, et se demandait s'il comprendrait un jour pourquoi tout cela était arrivé. Ce vol, qui n'aurait dû être qu'un simple trajet,
était devenu un miroir impitoyable, révélant des vérités que personne ne pouvait plus ignorer. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit avec un clic mécanique, un silence étrange enveloppa l'espace. Les annonces habituelles retentirent, mais personne ne se précipita. Les passagers semblaient attendre un signal, une conclusion à ce drame qu'ils avaient tous, d'une manière ou d'une autre, contribué à façonner. Karen, à l'arrière, se leva lentement, lissant les plis de sa jupe, ses mains tremblantes. Les autres membres d'équipage évitaient son regard, leurs gestes mécaniques, leur voix réduite à des murmures. Sarah, la jeune hôtesse qui avait dénoncé les agissements de Karen, se tenait à l'écart, les bras croisés, son expression mêlant soulagement et culpabilité. L'interphone grésilla, et une voix annonça: « Mademoiselle Dubois, veuillez vous présenter à l'avant. » Karen s'immobilisa, son visage blême. Une hôtesse junior, hésitante, s'approcha et hocha la tête. « Maintenant, » murmura-t-elle. Karen avala sa salive, ses paumes moites, et avança dans l'allée, passant devant les rangées de première classe où elle avait autrefois régné avec assurance. Chaque pas semblait plus lourd, chaque regard plus accusateur. Lorsqu'elle passa près de Marcus, il ne tourna pas la tête, mais sentit le parfum floral qu'elle portait, un rappel brûlant de l'instant où elle l'avait frappé. Il resta immobile, sa joue encore sensible, mais son esprit plus clair. À l'avant, 2 officiers de sécurité et un homme en blazer sombre attendaient. L'homme, se présentant comme le responsable des opérations aériennes, parla avec un calme professionnel. « Mademoiselle Dubois, vous êtes escortée hors de cet avion sur ordre direct de la direction exécutive. Vous devez rester disponible pour un examen formel et un rapport d'incident. Veuillez coopérer pleinement. » La voix de Karen se brisa lorsqu'elle murmura « Oui, monsieur. » Un murmure parcourut la cabine, un mélange de satisfaction et de malaise. L'un des officiers s'avança. « Suivez-nous, s'il vous plaît. » Karen lança un bref regard à Victor, puis détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle descendit la passerelle, ses pas résonnant dans le silence, seule. Aucun collègue ne la suivit, aucun passager ne lui offrit de réconfort. Elle était devenue une paria, non pas parce qu'elle avait perdu son emploi, mais parce que la vérité l'avait rattrapée. Dans la cabine, l'atmosphère changea. Les passagers, libérés de la présence de Karen, commencèrent à se lever, mais avec une retenue inhabituelle. Madame Carter, accompagnée de sa fille Lily, s'approcha de Marcus. « Jeune homme, » dit-elle doucement, « ce que vous avez enduré était inacceptable. Sachez que nous l'avons vu, vraiment vu. » Marcus hocha la tête, son expression neutre mais reconnaissante. « Merci, » murmura-t-il. Lily, timidement, ajouta: « Tu as été tellement courageux. Moi, j'aurais pleuré. » Un léger sourire effleura les lèvres de Marcus, le premier depuis des heures. Evelyne, émue, posa une main sur son épaule. « Il sait qu'il n'a rien fait de mal, » dit-elle à Madame Carter. Victor, se levant à son tour, ajusta sa veste et tendit la main à Marcus. « Allons-y, » dit-il simplement. Marcus se leva, son sac à dos sur une épaule, et suivit son père. Lorsqu'ils traversèrent l'allée, plusieurs passagers leur adressèrent des hochements de tête, non pas par pitié, mais par respect. Ils ne quittaient pas simplement un avion, ils sortaient d'un moment qui resterait gravé dans les mémoires. Mais l'indignation ne s'arrêta pas à Karen. Monsieur Larson, l'homme d'affaires qui avait filmé l'incident avec un mépris odieux, devint la cible d'une colère collective. Alors qu'il tentait de quitter l'avion, Madame Dubois, l'enseignante, se planta devant lui. « Vous devriez avoir honte, » lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous avez ri pendant qu'un enfant souffrait. Vous avez voulu en faire un spectacle. » Larson, déstabilisé, tenta de hausser les épaules. « Ce n'est qu'une vidéo, calmez-vous. »
Mais sa désinvolture ne fit qu'attiser la fureur. Monsieur Lefebvre, le retraité, s'avança. Votre vidéo est partout maintenant, et pas pour les raisons que vous pensiez. Vous êtes fini, comme elle. Larson pâlit, réalisant que ses propres images, partagées par d'autres passagers, circulaient déjà en ligne, accompagnées de commentaires dénonçant son comportement. Ce qui devait être son moment de gloire sur les réseaux sociaux s'était transformé en une condamnation publique. Lorsqu'il descendit la passerelle, tête baissée, il sentit les regards peser sur lui, aussi lourds que ceux qui avaient suivi Karen. Dehors, les flashs des appareils photo éclatèrent dès que Victor et Marcus apparurent. Les journalistes, alertés par la rumeur d'un scandale, brandissaient micro et caméra. Victor, imperturbable, marcha droit devant, Evelyne protégeant Marcus des regards indiscrets. Un officier de sécurité dégagea un chemin vers une voiture noire garée à l'écart. Marcus, jetant un coup d'œil par la fenêtre, aperçut Karen debout près d'une entrée de service encadrée par 2 responsables de l'aéroport. Sa posture était raide, sa tête basse, et même à distance, elle semblait diminuer, non par les caméras, mais par la réalité de ses actes. Dans la voiture, le silence s'installa, un silence différent, empreint de résolution. Marcus, serrant son sac, murmura « Ils sont tous là à cause de ce qui s'est passé ?» Victor hocha la tête. « Ils raconteront l'histoire, de toute façon. Nous allons juste nous assurer qu'ils la racontent correctement. » À l'aéroport, Karen fut conduite dans une salle de réunion froide et sans fenêtre. Les néons grésillaient et le tic-tac d'une horloge murale semblait amplifier son anxiété. Son blazer d'uniforme, soigneusement plié sur une chaise, semblait appartenir à une autre vie. En face d'elle, la responsable régionale des ressources humaines, Madame Leclerc, parcourait un rapport d'incident. Les images des caméras avaient été visionnées, les témoignages des passagers recueillis. Tout était clair. Karen avait frappé un adolescent devant témoin, nié son droit à son siège après avoir vu son billet, et agi sur la base de préjugés raciaux et sociaux. « Mademoiselle Dubois, » dit Madame Leclerc, posant les documents. « Avant de continuer, avez-vous quelque chose à dire? » Karen ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Après un long silence, sa voix craqua. « Je pensais qu'il n'avait pas sa place. J'ai cru qu'il mentait. Et maintenant? » Elle s'arrêta, les yeux rougis. « Maintenant, je sais que ce n'était pas juste une attestation de décès-erreur. Je l'ai traité comme un problème avant même de lui parler. » Madame Leclerc hocha la tête et nota quelque chose. « La famille Reed a choisi de ne pas porter plainte au pénal, » continua-t-elle. « Mais M. Reed a exigé un examen complet par le conseil d'administration, et vous êtes suspendu jusqu'à ce que cet examen soit terminé. » Karen acquiesça, honteuse mais résignée. Madame Leclerc fit glisser un email imprimé sur la table. « Monsieur Reed a demandé que vous lisiez ceci. » Karen hésita, puis lut. Le message envoyé par Victor depuis son téléphone était bref. « Elle ne me doit pas d'excuses. Elle doit du respect à mon fils. Il ne l'a pas eu. Maintenant, il l'aura. » Karen reposa le papier, les yeux embués. Elle ne pleurait pas pour son emploi, mais pour la clarté brutale avec laquelle elle se voyait désormais. Pendant ce temps, la voiture de Victor s'arrêta devant leur résidence privée, une grande maison entourée de hauts murs, loin du tumulte de l'aéroport. À l'intérieur, une gouvernante prit leur manteau, et Evelyne guida Marcus vers l'escalier. Mais il s'arrêta à mi-chemin et se tourna vers son père. « Papa ?» Victor le regarda. « Je veux aller à l'école normalement demain. Pas de chauffeur, pas d'escorte. Juste normal. » Victor haussa un sourcil. « Tu es sûr? » Marcus hocha la tête. « Oui. Je ne veux pas qu'on me traite différemment à cause de ce qui s'est passé. Je veux juste que les gens sachent que j'ai ma place, sans avoir à le prouver. » Victor prit une profonde inspiration, puis posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu n'as jamais à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais si tu veux normal,
on te donnera normal. Marcus esquissa un sourire, le premier véritable depuis le vol. Evelyne l'enlaça brièvement et le poussa doucement vers sa chambre. Lorsque Marcus disparut à l'étage, Victor s'assit dans le salon, fixant le plafond. Ce vol, plus long que prévu, n'avait pas été difficile à cause des turbulences aériennes, mais à cause de ce qu'il avait révélé sur le pouvoir, les préjugés et la responsabilité de ceux qui regardent sans agir. Le lendemain matin, le ciel était pâle, l'air frais. Evelyne préparait le déjeuner de Marcus dans la cuisine, tandis qu'un téléviseur diffusait les informations à faible volume. Les présentateurs, d'un ton mesuré, évoquaient l'incident. Une hôtesse de l'air sous le feu des critiques après une altercation en première classe impliquant le fils du PDG. Victor, une tasse de café à la main, observait Marcus lasser ses baskets près de l'escalier. Vêtu d'un sweat à capuche et d'un sac à dos, il ressemblait à n'importe quel adolescent de 16 ans. Mais Victor savait que rien n'était vraiment normal ce matin. « Ton chauffeur attend, » dit-il doucement. « Je veux prendre le bus, » répondit Marcus sans se retourner. Victor n'insista pas. « Le chauffeur suivra à distance, juste au cas où. » Marcus soupira, mais n'objecta pas. Il se leva, prit son sac et fit face à son père. « Si quelqu'un me pose des questions là-dessus aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? » Victor le regarda attentivement. « Tu ne dois ton histoire à personne. Mais si tu choisis de parler, dis la vérité. Rien de plus. » Marcus hocha la tête, puis sortit, la porte se refermant doucement derrière lui. À l'école, Marcus descendit du bus, capuche relevée, espérant passer inaperçu. Mais les couloirs bourdonnaient de chuchotements, les regards le suivant comme des ombres. Un camarade, Julien, s'approcha près de son casier. « Hé, j'ai vu ce qui s'est passé en ligne. C'était fou. Tu n'as rien fait, et elle t'a frappé comme ça? » Marcus s'arrêta. « Ouais, » dit-il simplement. Julien secoua la tête. « Tu ne méritais pas ça. » Marcus hocha la tête, puis ouvrit son casier. En rangeant son sac, il trouva une note pliée qu'Evelyne avait glissée dans sa poche. Il l'ouvrit discrètement. « Souviens-toi, tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là parce que tu l'as mérité. Garde la tête haute. » Il sourit, replia la note et la rangea. Pour la première fois depuis le vol, il réalisa qu'il n'était pas seulement le garçon qui avait été giflé. Il était celui qui avait fait en sorte que cela ne se reproduise plus. Pendant ce temps, Victor, dans son bureau au sommet d'une tour surplombant la ville, participait à une vidéoconférence avec le conseil d'administration. Une femme, membre exécutif, lut une déclaration préparée. « Nous avons examiné les images, recueilli les témoignages des passagers et confirmé que les actions de l'hôtesse violaient tous les protocoles. Elle est suspendue indéfiniment, en attente d'une audience finale. » Victor, impassible, répondit « Ce n'est plus à propos d'elle. C'est à propos de la culture qui lui a permis de penser que c'était normal. Nous ne punissons pas seulement une personne, nous reconstruisons une norme. » Il marqua une pause. « À partir de maintenant, je veux que chaque membre d'équipage de première classe soit formé personnellement, pas seulement sur les procédures, mais sur la perception. Je veux des examens trimestriels, des retours anonymes des passagers et un nouveau système de signalement des billets. Ce n'est pas une stratégie médiatique. C'est permanent. » Le conseil, impressionné, approuva. « Nommez la réforme d'après mon fils, » ajouta Victor. « Que chaque employé la voie à chaque page des manuels de formation. Qu'il se souvienne de ce que le silence a coûté. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas à l'aéroport. Les réseaux sociaux s'enflammèrent et la vidéo de Larson, initialement publiée pour moquer Marcus, se retourna contre lui. Les internautes, outrés par son comportement, découvrirent qu'il était cadre dans une grande entreprise. Les hashtags #Justice pour Marcus et Honte à Larson devinrent viraux, et son employeur, sous pression, annonça son licenciement. Larson, qui avait cru pouvoir capitaliser sur la souffrance d'un adolescent, devint lui-même une leçon. Parallèlement, d'anciennes victimes de Karen se manifestèrent,
partageant des récits similaires d'humiliation sur d'autres vols. Une femme raconta avoir été forcée de quitter la première classe sous prétexte que son billet semblait faux. Un homme décrivit comment Karen l'avait raillé pour son accent. Ces témoignages, relayés par les médias, transformèrent l'incident en un scandale systémique, obligeant la compagnie à agir vite. Karen, de son côté, passa la journée cloîtrée dans son appartement, les rideaux tirés, le téléviseur éteint. Le silence était assourdissant, ponctué seulement par le tic-tac d'une horloge. Son uniforme suspendu à une chaise semblait la narguer. Elle ouvrit son ordinateur portable, où un brouillon d'email attendait, intitulé « À celui que j'ai jugé ». Après des heures d'hésitation, elle l'envoya à Marcus. Le message était court. « Vous ne me connaissez pas, et je ne vous connaissais pas, mais j'ai décidé qui vous étiez sans demander. J'ai pris votre paix et en effet de la douleur. Je ne peux pas effacer ce moment, mais je promets que c'est la dernière fois que j'agirai par orgueil. Je suis désolé. » Elle pressa « Envoyé » et un poids, léger mais réel, sembla s'alléger. Ce n'était pas un pardon qu'elle cherchait, mais un premier pas vers la rédemption. Ce soir-là, Marcus, assis à son bureau, lut l'email. Il le lut 2 fois, lentement, puis referma son téléphone. Il ne répondit pas, ne le supprima pas non plus. Certaines choses n'avaient pas besoin de réponse. Elles avaient juste besoin d'être entendues. Dehors, la ville s'endormait, mais pour Marcus, quelque chose s'éveillait. Quelques semaines plus tard, il accepta de parler lors d'un forum étudiant sur l'équité et la voix des jeunes. Devant une salle comble, il raconta son histoire, non pas comme une victime, mais comme un catalyseur. « J'étais dans un siège que mon père avait payé, » dit-il, sa voix claire. « J'ai montré mon billet, suivi les règles, mais j'ai été sorti, frappé, parce que quelqu'un a décidé que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas juste à propos de moi. C'est à propos de tous ceux qui sont jugés avant d'être entendus. » La salle, émue, applaudit, non pas pour le fils d'un PDG, mais pour un garçon qui avait transformé la douleur en vérité. Victor, présent dans l'assistance, observa son fils avec une fierté silencieuse. Plus tard, il mit en place la « réforme Marcus Reed », un programme de formation obligatoire sur les biais implicites, intégré à chaque manuel de l'équipage. Chaque session commençait par l'histoire de Marcus, racontée sans phare, obligeant les employés à affronter leurs propres préjugés. À elle, cette histoire bouleversante de Marcus révèle la cruauté des préjugés et le pouvoir de la justice. La douleur qu'il a subie, amplifiée par le silence des témoins, nous rappelle qu'ignorer l'injustice équivaut à la tolérer. En France, où l'égalité est une valeur chérie, nous devons apprendre à confronter les discriminations, même dans les petits gestes quotidiens. L'attitude digne de Marcus nous enseigne que la force réside dans la vérité et la résilience. Appliquons cela en osant parler contre l'injustice, en écoutant sans juger et en respectant chacun pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il semble être. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la pour inspirer d'autres et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines d'émotions. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et comment vous agissez contre les injustices. Votre soutien fait la différence.